Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode de Nakan le podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir non seulement mon compère Greg, salut Greg. Salut Hermano. Mais aussi un invité qui s'appelle aussi Greg, mais Greg Runner cette fois-ci. Salut Greg Runner. Salut Hermano, salut Greg, bonjour tous les auditeurs. Bon, alors aujourd'hui, je pense que si vous connaissez déjà Greg Runner, et je pense que vous ne pouvez pas l'avoir zappé sur les réseaux si vous êtes un sportif ou une sportive émérite, nous allons parler principalement ultra trail, ultra distance et évidemment endurance, qui est l'un de nos sujets de prédilection. Peut-être déjà pour commencer cet épisode, Greg Runner, je te propose de te présenter qui tu es, ce que tu fais, et puis je pense qu'on va parler un peu de course à pied et de trail. Donc moi, pour me présenter, Greg Runner, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est mon pseudo, on va dire, de scène, puisque je suis blogueur depuis plus de 10 ans maintenant, sur les sujets de course à pied et de trail running. Et puis je suis aussi sur pas mal de réseaux, YouTube, Instagram, Twitter, voilà, donc assez présent sur la toile. Ouais, puis si je me souviens bien, c'était en 2015 que j'avais déjà eu l'occasion de faire un podcast avec toi pour présenter ton podcast que tu avais lancé, qui n'a pas survécu, mais tu as déjà eu aussi cette expérience. Effectivement, alors un peu avant-gardiste sur le sujet, puisque c'était à l'époque où les podcasts n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui, et puis à un moment, quand on est tout seul, c'est dur d'être sur tous les supports, et il a fallu choisir. Je préfère rester sur le blog où ça permet d'avoir une plus grande liberté d'expression et puis et qui est plus facile aussi à organiser, puisque quand on fait du podcast, il faut être plutôt dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où il faut être capable de pouvoir dire les choses sans en oublier, parce qu'il y a quand même une sorte de création filaire, alors que sur le web, si on a oublié d'écrire quelque chose, hop, on retourne sur l'article, on refait une mise à jour, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve que le blog est un peu plus souple et malléable et correspond plus à ma vie, qui est toujours un peu à droite à gauche, plus les enfants qui font toujours un peu de bruit derrière. Donc là, je profite de la sieste pour vous parler. Mais s'il y a du bruit d'un coup, c'est que la sieste est terminée. Bon, c'est sympa parce que tu nous dis ça et je crois que tu as opté pour la même solution que moi, c'est-à-dire enregistrer cet épisode sur la terrasse. On plante un peu le discours pour nos auditeurs. Donc tu dis que le podcast, il faut se mettre dans un endroit plutôt calme, plutôt à l'abri, et on entend d'un moment les oiseaux qui chantent, on entend aussi un petit peu le vent qui souffle dans le micro. Enfin, voilà, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous apprécierez ce confinement au soleil avec notre invité. Greg, de ton côté, on t'a pas encore trop entendu. J'imagine que tu connais déjà Greg Runner, bien évidemment. Oui, alors c'est ce qu'on disait en introduction de ce podcast. Moi, je le connais de manière numérique et à travers les réseaux, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on discute. Alors, j'allais dire en vrai, mais c'est pas tout à fait en vrai au vu des conditions, mais qu'on peut échanger directement. Mais par contre, c'est vrai que ça fait de nombreuses années que je suis contenu et puis son activité sur les réseaux. On a commencé à bloguer à peu près en même temps, je pense. Moi, j'avais lancé la partie vraiment dédiée au triathlon de nakan.ch en 2009. Je crois que c'est à peu près la période à laquelle Greg a aussi commencé à être actif là-dedans. C'est donc, exact. Voilà, ça commence à faire un certain nombre d'années. Hein. On est des vieux. Voilà, exactement, des vieux. Mais pour l'instant, on tient encore en place. Ouais. Les dinosaures de la runosphère blogastique. C'est ça. Écoute, maintenant que les présentations sont faites, ce que je te propose, c'est peut-être de rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, comme tu l'as dit, on t'a invité pour parler endurance et ultra trail, ultra distance. Est-ce que déjà tu pourrais, pour nos auditrices, nos auditeurs qui ne connaissent pas, définir un petit peu ce qu'on appelle ultra endurance, ultra trail, ultra distance? Parce que, en gros, est-ce qu'à partir du marathon, on parle d'ultra distance? Alors là, c'est la question piège. Parce que déjà, rien que les différentes organisations officielles ou officieuses, parce que c'est un peu compliqué le monde du trail, parce qu'il y a des organisations qui sont un peu imposées d'elles-mêmes et pas forcément par les voies officielles comme les fédérations nationales. On va dire que globalement, l'ultra, ça va être au-delà du marathon. Si on prend vraiment la définition de départ qui était le marathon sur route, et après quand on part sur une distance de 50 km sur route, toujours, sans parler de dénivelé, on est déjà dans l'ultra. Donc si en plus on rajoute du dénivelé,
Je crois même qu'on peut parler, d'ultra trail au-delà de 30 km déjà. Je me mouille pas trop, hein, parce que effectivement c'est un débat qui a lieu depuis que le trail existe et en même temps définir trail ou ultra, tout est dans l'effort, on va dire, sachant qu'en plus pourquoi un ultra, il y a toujours la logique de course au nombre de kilomètres, mais il y a des choses telles que les dénivelés qui sont à prendre en compte, la difficulté du terrain qui font qu'une course plus courte peut être beaucoup plus difficile qu'une course qui est plus longue avec moins de dénivelé et uniquement des sentiers très, très faciles à courir. Alors tu vois, on est à quelques minutes déjà du début de cet épisode et j'apprends déjà des trucs parce que pour moi, l'ultra running ou l'ultra trail, tu vois, c'est des trucs que je voyais comme aux États-Unis, la Leadville Ultra qui est une course de 100 miles, je crois, donc ça fait 160 km. C'était le Badwater Ultra Marathon aussi 160 km. Enfin pour moi, l'ultra c'était vraiment des distances que t'imagines même pas pouvoir faire en tant qu'humain. Alors ça me rend un tout petit peu plus heureux, ce que tu viens de dire, de savoir qu'un 30 km en trail, on peut déjà commencer éventuellement à parler d'ultra runner, parce que moi qui prévois à moyen terme de me frotter à cette discipline, ne serait-ce déjà que pour la découvrir et pour voir ce que c'est, je me voyais mal attaquer avec un 100 miles. Donc, du coup, un 30 km, ça me semble quand même plus accessible pour devenir un néo-ultra runner. Ouais, bah voilà, il y a des étapes aussi à respecter, comme tout travail d'endurance. Donc, effectivement, là, tu as fait référence à, on va dire, au Graal du trailer, qui est de faire un 100 miles, sachant qu'en plus, maintenant, il y a des courses qui vont bien au-delà, comme le Tour des Géants, ou d'autres courses dans les Pyrénées, etc., qui font 300, 400 km avec un dénivelé inimaginable. Quand on en parle, c'est juste des chiffres, on ne peut même pas s'imaginer qu'on puisse faire ça. Donc, de toute façon, il y a des étapes, quel que soit l'ultra trailer, qui vont être plus ou moins rapides à franchir. Après, l'ultra trail, voilà, c'est l'objectif qu'on va se donner à soi. Ça reste toujours, pour moi, l'objectif d'un ultra trail, c'est de se défier soi-même plutôt que de dire tiens, je vais faire un ultra pour épater la galerie. Parce que je suis pas sûr que dans ce cas-là, ça réponde vraiment à un objectif sportif, je crois. Et je crois que c'est comme ça qu'on se casse la figure d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ça doit être d'abord le dépassement de soi et puis on doit vraiment se concentrer sur la performance que nous on vise. Après, que les autres nous appellent ultra runner ou pas, à la limite, c'est vrai que c'est d'une importance. C'est que des mots. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que l'ambiance reste peut-être un petit peu plus familiale, un petit peu plus ouverte, un petit peu plus bon enfant sur le trail qu'on pourrait trouver sur l'Ironman. Je me demandais si l'esprit du trail avait un peu changé ou s'il était toujours aussi bon enfant ou si au contraire il y avait toujours cet esprit de compétition et poussé à son paroxysme et que finalement c'était pas aussi copain-copain qu'on veut bien le faire croire. Ouais, non, je pense que l'ultra trail est devenu vraiment un sport assez populaire qui, en devenant populaire, a eu cet art. Tant on a vu sur certaines courses avec des bouchons sur les courses, donc c'est en pleine nature, c'est juste incroyable. Avec forcément le lot de personnes qui vient avec son vécu et des cons, il y en a partout. Voilà, donc. Il y a l'esprit trail. Moi, quand j'ai commencé le trail, il y a plusieurs années, on me disait déjà il n'y a plus l'esprit trail parce que les anciens disaient c'est plus comme avant. Parce qu'effectivement, le sport évolue et que entre la course à la saucisse des années 2000 où ils étaient 20 à gravir. Un sentier qui était censé devoir se faire en 3 jours et finalement eux ils le font en moins d'une journée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui avec les différents participants qui ont des niveaux différents, qui ont des expériences différentes et qui n'ont pas les mêmes objectifs non plus. Il y en a qui sont là pour faire une randonnée rapide, découvrir des nouveaux paysages, sortir un peu du quotidien urbain. Puis il y en a qui sont des locaux, qui connaissent bien le parcours, qui ont un très bon niveau et qui pour eux, on n'est plus sur l'esprit trail d'avant. Voilà. Et le matériel, il y en a toujours qui s'équipent, mais
parce que ça leur fait plaisir. Voilà, il n'y a pas de mal à s'équiper, à acheter du matériel, même si on l'utilise pas à 100%. Enfin, je vois pas en quoi ça peut embêter d'autres coureurs qui ont juste je sais pas, la Casio ou pas de montre, qui ont juste le chrono autour du poignet. Voilà. Moi, je suis content en fait que le trail se développe à condition qu'on fasse attention que ça soit toujours accessible et qu'on ne retrouve pas ce phénomène de bouchon ou de personnes qui arrivent sur des ravitaillements où il n'y a plus rien, parce que ça, je trouve que c'est un manque de respect. À part ça, après, tant que les gens viennent et respectent la nature, voilà, avec ou sans équipement, équipé à 50 €, équipé à 200 000 €, on s'en fout, l'important c'est de se faire plaisir, quoi. On avait parlé un temps sur le marathon, au moment où le marathon a commencé à devenir victime de son succès, où tout le monde voulait finir une fois un marathon. Sur le marathon de New York, il y a des gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas accéder par exemple à ces majors, alors que c'était des coureurs confirmés. Et puis dans un même temps, il y a des personnes qui sont sur ce marathon, qui le finissent en 6 heures, 6 heures et demie, et on dit ces gens-là n'ont rien à faire sur un marathon. Est-ce que pour toi, il y a quand même une partie de gens qui sont sur les trails et puis qui sont vraiment des touristes qui n'ont pas leur place là? Alors, y en a qui sont des touristes. Il y en a, on peut dire, qu'est-ce qu'un touriste déjà? Parfois, il y a des gens qui viennent sur des compétitions sans être préparés, que ce soit du très bon niveau ou le dernier du peloton. Moi, j'ai autant de respect pour quelqu'un qui va finir premier que pour celui qui finit en gérant les barrières horaires, voire même qui est repris par les barrières horaires. Il a tenté, etc. Moi, je suis plus pour les gens qui se bougent et qui luttent contre la sédentarité, qui est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, que d'avoir des gens qui vont critiquer depuis leur salon. Voilà, donc voilà, moi à partir du moment où les gens se bougent et s'inscrivent à une compétition, déjà je dis bravo, c'est bien. Et après on me dit ouais, mais moi je cours pour le plaisir. Tout le monde court pour le plaisir, sinon je crois qu'il y a l'essence même du sport qui est perdue. C'est juste qu'après, on n'a pas les mêmes gènes, malheureusement. On n'a pas tous la capacité d'un Kylian Jornet. Et voilà, donc l'important, c'est de se faire plaisir, et puis point barre. Dans le bon sens, en tout cas. Oh, c'est beau, c'est beau. Il nous a sorti une belle phrase. On pourrait presque conclure comme ça. Mais non. Tout à l'heure, quand Greg te disait qu'il était content de t'entendre dire que l'ultra, ça pouvait commencer à être considéré à partir d'une trentaine de kilomètres en trail, bien entendu. Tu disais qu'effectivement, il fallait commencer à passer des étapes avant d'aller sur les grands trails, ceux de Badwater ou autres. Pour autant que je me souvienne, en 2015, quand on avait déjà discuté tous les deux, tu commençais à peine dans l'Ultra Trail. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais tenté l'Eco Trail de Paris et je crois que tu avais dû abandonner à cause d'une blessure ou d'un pépin. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive sur l'Ultra Trail? Parce que maintenant, tu en es loin, je pense, de ces abandons sur l'Eco Trail de Paris. Quelles sont les étapes, à ton avis, pour pouvoir y arriver et pour réussir à mettre en avant des capacités qui permettent d'avoir une endurance pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, peut-être plusieurs jours sur certaines épreuves? Alors, moi, j'ai commencé le trail exactement en 2012 sur le Cross du Mont Blanc. Et du coup, j'avais découvert, donc c'était 23 km avec je sais plus combien de mètres de dénivelé. Il avait fait super chaud. On finit sur un versant exposé au soleil. On finit sur une arrivée où on monte. Et moi, j'avais des crampes partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui adore la montagne, j'étais un peu déçu de ma prestation de ne pas avoir couru tout le temps. Enfin voilà, je passais vraiment de la route au trail, donc je découvre vraiment cette activité. Et déjà, le fait d'avoir ces premières expériences-là, ça permet de savoir quelles sont déjà les limites qu'on a en termes de physique, en termes de mental, voilà, en termes de préparation aussi, parce que quand on habite en ville, dans la plaine, se préparer à un trail en montagne, c'est pas forcément évident. Et donc, je pense qu'il faut y aller progressivement et pas se dire tiens, je fais un marathon, je vais m'entraîner pour l'UTMB l'année prochaine. Je pense que c'est un peu court. Alors, je dis pas que c'est impossible parce qu'on n'est pas tous égaux, mais je pense qu'il faut, comme toute compétition, il faut aller dans la progressivité parce que voilà, ces courses-là sont en général des rêves qu'on fait pas tous les jours non plus, et il faut se donner. Je pense que ce qui est intéressant aussi quand on arrive à une compétition et qu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est vraiment tout ce qu'on fait avant pour y arriver. Et plus on s'y prépare
plus on se prépare à cette finalité, plus on va franchir cette ligne d'arrivée dans les meilleures conditions. Parce que je suis pas sûr que si on se prépare en moins de 6 mois d'un marathon sur route à un 100 miles avec 10 000 mètres de dénivelé, je suis pas sûr qu'on termine très très bien et qu'on ait envie de rechausser les chaussures de trail rapidement. Donc je pense qu'il y a déjà la progressivité à respecter, quel que soit le coureur qu'on est, mais aussi savoir pourquoi on le fait, ça c'est important, et pas uniquement dire c'est pour faire un ultra trail. Je pense qu'il y a une envie qui est d'aller à un endroit précis. Bien connaître aussi ses capacités, parce que effectivement courir en montée, courir en descente, parce que finalement on pense que c'est la montée le plus important, mais en fait pour moi c'est la descente qui casse énormément de fibres musculaires, et souvent, le premier trail de plus de 50 km que j'ai fait, j'ai fini les 2 dernières descentes en marche arrière parce que mes jambes n'arrivaient plus à freiner mes descentes. Donc voilà, c'est pas comme ça que je veux faire un trail. Donc c'est ça aussi qui fait l'expérience, et qu'on apprend des erreurs qu'on peut faire ou des choses qu'on n'a pas suffisamment préparées. Ouais, c'est ce que disait Pierre Morat dans un des derniers épisodes de la première saison. On l'entendait parler du trail et dire les montées ça casse le cardio, les descentes ça casse le muscle. Donc c'est exactement ça, et ces 2 aspects-là doivent être vraiment entraînés spécifiquement pour pouvoir aborder sereinement un trail. Maintenant, plus concrètement, dans ton entraînement pour ce type d'épreuve, est-ce que tu cours aussi sur route, parce que forcément c'est un peu plus facile autour de chez nous, enfin ça dépend où on habite, mais est-ce que tu cours aussi sur route et puis tu fais des séances spécifiques après dans le terrain, ou alors est-ce que vraiment tu t'efforces de faire des sorties très vallonnées à chaque fois que tu vas t'entraîner, ou comment est-ce que tu planifies un petit peu l'entraînement pour des courses comme ça longues? Moi, je prépare ça en avance en ayant des courses intermédiaires déjà qui vont permettre de monter progressivement tant le kilométrage que le dénivelé, puisque voilà. Et en général, je choisis ces courses aussi pour que le terrain ressemble le plus au terrain de la course objectif. Puisque effectivement, il y a des courses où on va avoir des sentiers assez faciles à courir, où on va pouvoir dérouler, et il y a d'autres courses où c'est très technique, il y a beaucoup de cailloux, etc. Et du coup, on est plus en train de tricoter avec les jambes, tant dans les descentes que dans les montées. Il faut être tout le temps vigilant et du coup avoir une concentration bien préparée. Donc il y a déjà les courses préparatoires qui vont permettre d'avancer progressivement vers cette compétition. Après, au quotidien, moi, j'habite plutôt en ville, en plaine. Alors, j'ai quand même de la chance d'avoir un petit peu de dénivelé, qui ferait rire un montagnard, mais je dois faire envie à ceux qui habitent le plat pays, par exemple. Ce qui permet effectivement de faire du fractionné en côte, de travailler sur des exercices type Mio Cross Max, qui sont des exercices où on va enchaîner en fait des accélérations en montée et des temps de chaise et très peu de temps de récup, qui vont permettre de casser de la fibre musculaire, de travailler en différentes contractions musculaires, et qui permettent de remplacer, entre guillemets, même si ça ne vaut pas ce travail-là, le travail de montagne. Et puis après, moi, je fais beaucoup aussi de travail de VMA, puisque c'est ce que mon terrain me permet de faire, et de préparer du coup le cardio, et aussi des courses, des sorties longues en terrain vallonné. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Oui, alors clairement, voilà. Donc, on ne peut pas aller sur un trail, clairement, en faisant que de la course sur route. Toi, tu le dis, comme moi aussi, hein, j'habite assez proche de la forêt, j'ai pas mal de côtes autour de chez moi. Hermano peut en témoigner parce qu'il était venu courir autour de chez moi. Et là, il y a vraiment de quoi s'entraîner aussi pour faire de la côte. Mais quelqu'un qui habite Paris ou des zones qui sont extrêmement plates, voilà, ce sera un petit peu plus difficile de trouver des endroits appropriés. Donc voilà, il n'y a pas de solution autre que alors s'entraîner éventuellement en faisant de l'endurance sur route la semaine, et puis le week-end se déplacer un peu pour aller dans des terrains plus proches de ceux de la compétition, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, le terrain, c'est une chose, mais il y a aussi l'aspect conditions climatiques. Alors, les
conditions climatiques, effectivement, jouent beaucoup. Alors, certains arrivent à s'adapter assez facilement. Moi, je sais, par exemple, que je supporte pas la chaleur. Donc, dès qu'on arrive entre midi et 17h, c'est le moment où, en général, sur des trails ou des ultras, je suis pas très bien. Je cherche l'ombre, je me rafraîchis un maximum, je bois beaucoup. Donc, l'estomac prend cher aussi. Et je sais que c'est le moment que je vais apprécier le moins. Par contre, dès que les températures descendent, c'est super agréable pour moi. Je retrouve mes jambes et ça part. Donc après, d'autres personnes vont adorer, vont être des chameaux, ils vont pouvoir courir des heures en buvant juste une flasque et sous un soleil de plomb. Donc ça, je suis admiratif. Mais voilà, on n'est pas tous égaux, encore une fois, et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se connaître pour pouvoir gérer au mieux les difficultés qu'on peut rencontrer, qui sont pas forcément liées directement à soi, qu'on peut pas en plus gérer que par le fait de prendre les choses en compte et de faire au mieux, quoi. Alors, à l'instar de l'Ironman, pour contenter quand même notre ami Greg à ma droite, je crois que l'Ultra Trail, c'est aussi beaucoup de gestion de sa course, beaucoup de gestion, tu l'as dit, de soi-même, de ses émotions et autres. Du coup, le fait que tu nous dises qu'entre midi et 17h, tu n'es pas le plus efficace, est-ce que ce n'est pas justement ce créneau-là que toi, tu devrais choisir pour opter pour les pauses, les repos et autres, pour pouvoir carburer après la nuit quand les autres, eux, font la sieste ? La pause, j'ai envie de dire que quand on fait la pause, on n'avance pas. Donc, la pause, d'accord, mais moi, j'essaie de passer le moins de temps possible au ravito, de prendre ce qu'il me faut, et puis je préfère encore marcher, mais avancer, que de rester à un endroit et attendre. Après, voilà, j'ai déjà eu effectivement des abandons, alors plus sur route, notamment il y a quelques années sur le 5 km de Belvès où il a fait super chaud alors qu'on était au début avril. Il avait fait 38 degrés alors que 2 jours avant on dépassait péniblement les 20. Du coup, très peu de temps pour s'adapter, et puis on courait sur route sous le cagnard sans ombre. Moi, j'ai pas supporté, j'ai explosé. Bien que j'avais fait en plus des pauses vraiment à l'ombre, avec de l'eau, de la glace, etc. Mon corps a dit non, ce sera pas cette fois-ci. Et du coup, j'ai préféré mettre le clignotant parce que de toute façon, j'arrivais même plus à marcher. Voilà. Donc voilà. Après, je connais mes limites. Quand on annonce il va faire de la pluie sur un trail, je suis c'est cool. Et puis voilà. Et puis on fait avec. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Faut juste. Du coup, je vise plus les podiums, quoi. Alors, on apprend à gérer sur triathlon aussi, toutes les conditions météo. On en parlait encore dans un épisode récemment au niveau du mental. Comment est-ce qu'on fait si tout d'un coup la course est sous la pluie et puis qu'on avait prévu du beau, etc. Mais c'est vrai qu'on s'attend à rencontrer toutes les conditions possibles le jour de la course. Mais en trail particulièrement, la montagne, on sait ce que c'est. Tu peux rencontrer en fait toutes les météos possibles sur Terre en 3 heures, quoi. Donc, il faut... Exactement. Et c'est pour ça que le sac fait 3 kilos, parce que finalement on part avec un short et un t-shirt, et puis d'un seul coup on est en train de grelotter parce qu'il est en train de neiger ou grêler, et du coup on doit mettre toutes les couches qu'on pensait jamais utiliser pendant la course, et puis 3 heures plus tard à nouveau avoir trop chaud. Enfin voilà, donc il y a aussi cet aspect là qui est à prendre en compte, c'est de se dire il faut pas lésiner sur le bon matériel à avoir pour pouvoir faire face aux intempéries, parce que quand il y a un orage ou des grêles ou de la neige qui tombe et qu'on passe un col à ce moment-là, plus les rafales de vent, on a intérêt à être bien équipé, parce que juste avant on a bien transpiré, et d'un seul coup avoir un vent froid dans le dos, c'est pas évident si on reste en t-shirt. Ouais. Alors c'était un petit peu la suite logique de la discussion que moi je voyais, c'était maintenant au niveau du matériel, parce qu'en tant que triathlète, je veux dire que je m'inquiète relativement peu de mon matériel et de mon ravitaillement sur une course. Je me base
en grande partie sur l'organisation qui va me donner du ravitaillement. Alors si c'est par exemple une course de type demi-Ironman ou Ironman, il y aura du ravitaillement sur le vélo et puis ensuite sur la course à pied. Donc du coup au niveau de l'alimentation, à moins que j'ai besoin de choses spécifiques, j'ai pas besoin de m'en occuper plus que ça. Ça c'est parce que t'as pas fait en brun. Ouais, voilà, mais je cours pas avec un sac à dos, donc dépend de l'organisation. En trail, c'est un petit peu différent. Les ravitaillements sont suffisamment espacés pour qu'on puisse pas être en full dépendance en fait de ces ravitaillements. Tu dois emmener, tu l'as dit aussi avec toi, des habits, etc. Donc en gros, sur un trail de 30-50 km ou plus long, qu'est-ce qui sont les éléments essentiels qu'il y a dans ton sac à dos et les incontournables? Alors déjà, il y a un point important quand on passe justement de l'Ironman à l'Ultra Trail, c'est que le système digestif souffre beaucoup plus que quand avec les chocs répétés, les montées, les descentes, les variations de température, etc. Et du coup, il y a toute la partie justement en préparation qui consiste à comprendre comment son système digestif fonctionne et trouver la meilleure alimentation, tant liquide que solide, pour pouvoir tenir plusieurs heures avec ce qu'on lui fait subir. Et souvent, il y a beaucoup d'abandons qui sont liés justement à une mauvaise préparation de l'alimentation ou juste le fait que c'était pas le jour pour l'estomac, on a un truc qui est pas passé ce jour-là, ça m'est déjà arrivé aussi. On a beau respecter le protocole qu'on a mis en place, parfois le système digestif ne fonctionne pas. Et là, dans ce cas-là, dès qu'on n'arrive plus à emmagasiner de l'énergie, c'est tout de suite pénalisant, on peut plus avancer. Et voilà, c'est pareil, je pense, sur toutes les courses d'ultra-endurance. Et du coup, par contre, le fait qu'on soit sur des chocs répétés, ça malmène beaucoup le système digestif. Donc, il faut vraiment se préparer tant lors des entraînements, mais aussi sur les courses, on va dire, intermédiaires, pour valider ce protocole et voir si l'alimentation, protocole qu'on a mis en place, fonctionne sur du long terme. Et du coup, on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir sur les ravitaillements. Parfois, on va avoir du saucisson, des chips, on va avoir des trucs parfois qui peuvent être aberrants et sur lesquels on a envie de se jeter parce que ça fait du bien au mental d'avoir le saucisson. Quand on aime la montagne, on aime le saucisson, on aime le fromage et du coup, on va plutôt se jeter sur ce dont on a envie habituellement et pas forcément ce dont on a besoin. Donc, il vaut mieux savoir ce qu'on doit prendre en amont. Et l'avoir sur soi, c'est plus simple parce qu'on sait qu'on va le tolérer. Alors que si on se dit, je dois manger une barre énergétique et que quand j'arrive, il n'y en a pas parce qu'il y a autre chose à la place, genre du pudding ou un truc qui peut être vraiment mauvais pour la suite. Vaut mieux anticiper. C'est pour ça que parfois, on a un sac un peu chargé. Ouais. Après, effectivement, il y a tout le matériel obligatoire qu'il faut prendre et ça c'est vérifié avant la course et si tu le prends pas, c'est un peu à tes risques et périls, en sachant qu'en plus parfois il y a des contrôles sur les courses, ce qui est assez rare quand même aujourd'hui, mais qui peuvent te pénaliser en termes de chrono. Et puis ce matériel obligatoire pour les néophytes en trail, est-ce que tu arrives à nous faire un résumé de ce qu'il faut emmener avec soi? Il faut une veste imperméable qui va permettre de se protéger des grosses pluies. Il va falloir aussi des gants, des bonnets, des tours de cou pour se protéger du froid, parce que parfois on a 38 degrés en pleine journée et la nuit on a du -10, donc vaut mieux avoir ce matériel-là. D'ailleurs, parfois sur certains ravitaillements, ils t'empêchent de sortir si tu n'es pas équipé avec des gants ou des collants, etc. Donc il faut aussi un collant long pour s'il fait froid. Il faut aussi pour certaines courses des surpantalons qui vont être imperméables et coupe-vent, qui vont permettre aussi de tenir chaud. La couverture de survie, la lampe frontale avec des lampes de rechange. Alors ça, c'est des batteries de rechange. Presque peser le plus lourd parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir 2 lampes frontales avec chacune les piles de rechange.
Donc voilà, donc en plus quand c'est des batteries, il faut avoir une deuxième batterie, etc. Et voilà, donc soit on le fait bien et on prend des vraies lampes. Il y en a d'autres qui prennent juste des petites lampes avec lesquelles, si on a un problème, on voit rien parce que c'est juste pour répondre au matériel obligatoire, mais c'est une prise de risque. Moi, sur une Saint-Élion, une année, j'avais mes 2 lampes et mes batteries de rechange et je sais pas ce que j'ai foutu, mais rien ne fonctionnait. J'ai dû finir avec la lampe de mon smartphone. Donc c'était génial. Mais bon, maintenant je vérifie encore 2 fois le matériel avant de partir. Donc voilà, après il y a certaines courses qui ont leur spécificité. Il y a aussi avoir une réserve d'eau minimum, puisque parfois un 20 km entre chaque ravito peut se faire dans des délais complètement différents en fonction des conditions climatiques, mais aussi des conditions du terrain. Donc voilà, il y a une estimation qui est faite et pour que personne ne tombe en déshydratation entre les ravitaillements. Ouais, donc tout ça, effectivement, ça fait du poids dans le dos et tu l'as dit, un sac qui fait vite plusieurs kilos. Est-ce que tu t'entraînes régulièrement avec un sac pour courir dans les conditions de la course ? Oui, alors moi, même sur route, je m'entraîne toujours avec un sac parce que je prends toujours un peu de quoi boire, etc. Donc j'ai pris l'habitude, mais même pour la préparation de feu marathon de Paris, j'avais un sac à dos, ce qui est pas, je le charge pas non plus comme sur une course, mais ça permet déjà de travailler un peu plus au niveau musculaire, d'être un peu plus chargé, et puis d'anticiper effectivement aussi les courses de trail. Quand on commence à avoir des sacs de 3,5 kg sur un ultra trail, parce que voilà, il y a les boissons, etc., mieux vaut s'entraîner avec sur les sorties longues en tout cas. Ouais, effectivement. J'imagine que la dynamique de course change quand même pas mal. Enfin, moi, je cours rarement avec un sac à dos, mais c'est vrai que quand j'en mets un, ça change quand même un peu les choses. Ça induit des vibrations, ça fait des frottements, c'est un peu plus lourd sur l'arrière, on change un petit peu de position. Enfin, voilà, faut pas s'improviser avec son sac à dos le jour de la course, quoi. Quand on a l'habitude d'en porter un, moi j'ai plus ces problèmes de frottement, etc. Surtout que maintenant on a la possibilité de mettre des flasques à l'avant, donc répartir un peu plus le poids à l'avant, donc une meilleure répartition de la charge. Les sacs à dos maintenant sont pratiquement comme des vestes, donc il faut juste trouver le bon sac à dos et une fois qu'on l'a, en général, on n'a pas trop de problèmes. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait effectivement un matériel obligatoire et que si on partait pas avec ce matos-là, c'était à ses risques et périls. Il y a quand même des organisations qui t'empêchent de partir si tu n'as pas le matériel obligatoire. Effectivement, souvent les contrôles sont pas faits le jour même de la course, et souvent au moment du retrait du dossard. Donc on peut très bien, par exemple sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, pour parler parce qu'elle est bien connue, cette course-là, on fait le contrôle la veille. Et quand on arrive sur la ligne de départ, il n'y a aucun contrôle. Donc, on peut très bien partir avec rien du tout. Et voilà, mais ce sera un gros risque. Enfin, parce que le matériel obligatoire n'est pas là pour pénaliser le coureur. C'est qu'il y a vraiment une raison pour sa sécurité. Voilà. Moi, ma question, en fait, elle sort de l'aspect matériel. Elle vient un petit peu plus sur l'aspect développement dans le trail. Donc, on l'a dit, on va commencer à s'initier au trail avec des trails de 20, 25, 30 km. Ensuite, on va passer à du 50. Puis ensuite, on va viser des événements un petit peu plus longs. On parlait en tout début d'épisode de moi des références que j'ai. Donc, bien évidemment, il y a l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, que tout trailer connaît. Et puis, probablement regarde du coin de l'œil. Est-ce que y a d'autres courses mythiques comme ça dans le trail, un petit peu comme un triathlète sur Ironman peut avoir Hawaï en ligne de mire? Est-ce qu'il y a des équivalents autres que l'UTMB dans le monde du trail? Il y en a plein. Il y a plein de courses qui font rêver. Rien qu'en France déjà, moi il y a encore plein de courses que j'aimerais faire en France. Voilà, mais bon, il y a que 52 semaines. Et moins quand il y a confinement. Et puis on peut 2020, pas faire... il n'y aura pas beaucoup de semaines. Hein. C'est ça, ouais. Et puis on peut pas faire un ultra trail toutes les semaines non plus. Donc c'est voilà, il faut choisir.
moi, il y en a qui me font rêver. Ça fait 3-4 ans que je veux les placer dans mon planning, mais entre le planning familial, les plannings professionnels et aussi sportifs, faut faire des choix. Et l'échappée belle en fait partie. Le Tour des Géants, c'est un Graal. Je me dis, est-ce que je serais capable de le faire, qui est le 300 km avec 30 000 mètres de dénivelé, qui se passe sur une semaine. On m'a beaucoup parlé de la Diagonale des Fous, qui est une course qui fait rêver. Moi, pas trop. Parce que justement, comme je résiste pas très bien à la chaleur, alors chaleur plus humidité, je pense que j'exploserai très rapidement. Donc voilà, mais bon, j'avais dit aussi le marathon des sables, je le ferai jamais parce que je déteste le sable et la chaleur. Finalement, c'est une course que j'ai adorée. Donc voilà, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis et j'espère ne pas en être un. Au niveau du soleil et de la chaleur, avec le marathon des sables, tu as dû être servi quand même. J'ai été servi, mais c'est une chaleur sèche, donc un peu plus supportable. Contrairement à la Diagonale des Fous, où là on va avoir une chaleur très humide, donc qui travaille beaucoup plus au niveau de l'organisme en termes de, on a plus de mal à transpirer et à évacuer l'excès de chaleur musculaire. Donc oui, il y a vraiment plein de courses. En plus, il y en a des nouvelles pratiquement chaque année. J'avais participé d'ailleurs au Val d'Aran by UTMB, qui est une course dans les Pyrénées, là au début juillet, et qui a été annulée, qui était une course que j'aurais aimé faire même en marchant, parce que c'était dans un lieu magnifique. Donc voilà, il y a vraiment énormément de courses qui peuvent être le Graal. Enfin, à chacun son rêve. Et puis je pense qu'il faut viser ce qu'on a envie de faire, et puis il faut toujours qu'on ait des choses inaccessibles, parce que c'est ce qui permet de faire encore rêver, quoi. Alors j'ai eu la chance d'être à Chamonix au mois de septembre l'année passée, parce que Garmin lançait la Phoenix 6, et puis j'ai été invité là-bas pour participer à la présentation de la montre, et je suis resté quelques heures dans ce milieu de l'UTMB qui avait lieu à ce moment-là. Alors c'est vrai que c'était une immersion un petit peu pour moi dans le monde du trail qu'il ne connaît pas vraiment, hein, je le disais en début d'épisode, et puis voilà, ça m'attire de plus en plus, mais en même temps, pour l'instant, j'ai encore des objectifs sur Ironman et j'aimerais pas tout mélanger, donc j'y viendrai, mais plus tard. Et je discutais avec certains trailers qui étaient là, qui se préparaient à l'épreuve du week-end, et certains reprochent un petit peu à l'UTMB, un petit peu comme certains triathlètes reprochent au circuit Ironman depuis plusieurs années d'être devenu, alors entre guillemets, tu me pardonneras l'expression, mais le McDonald's du trail ou du triathlon pour l'Ironman, c'est-à-dire d'essayer de faire un truc un petit peu insipide, sans goût, mais qui convienne à la plupart des gens, et puis un phénomène de masse qui attire non seulement les vrais trailers historiques, mais aussi qui essaye de rameuter un petit peu tous les coureurs à pied avides de sensations fortes. Et puis c'est un petit peu ce que tu disais au début, les gens certains anciens trailers qui retrouvent plus l'esprit du trail. Est-ce que toi tu vois, en fonction des épreuves et des différentes organisations, et notamment ces gros mastodontes dont l'UTMB, est-ce que tu vois que vraiment il y a une espèce de rattrapage commercial, en fait, que ces courses-là sont victimes de leur succès un peu? Alors, il y a plusieurs choses, c'est que, et pas forcément que sur le trail, c'est que l'UTMB effectivement est assez pointé du doigt, de manière négative, de manière positive. Enfin, ce qu'il y a, c'est que comme tout événement ou dès qu'il y a quelque chose qui est un peu mis sur le devant de la scène, il y aura toujours des points positifs et négatifs. Pour moi, l'UTMB, ça reste positif dans la mesure où ça permet de populariser le trail et de le faire découvrir. Aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un, je fais de la course à pied et de l'ultra trail, ah ouais, ultra trail, c'est l'UTBM, l'UTMB, ils savent pas trop, mais la course autour du Mont Blanc, là, voilà, les gens arrivent en tout cas à mettre une image sur ce que je fais. Par rapport à cette course-là. Et ils seraient incapables de citer une autre course. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal parce que cette course-là, elle permet de populariser ce sport, en tout cas. Et puis, effectivement, après, alors le McDonald's, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même, chez McDonald's, il y a quand même une notion de malbouffe. L'UTMB, ça reste quand même l'organisation de sport. Alors, effectivement, c'est dur de s'y inscrire, c'est dur que c'est très médiatique, etc. N'empêche qu'il y a toujours autant de monde, voire plus, qui s'inscrit, au point qu'il faut mettre des nouveaux barèmes
pour essayer de satisfaire le maximum de personnes, et que ces gens-là qui critiquent un peu l'UTMB s'inscrivent aussi. Donc à un moment, voilà, et on peut pas. Et si c'est vraiment ça les dérange, je pense qu'il y a suffisamment de trails et d'ultra en France pour aller trouver un trail qui va faire moins de 300 participants. Moi, je devais participer à un trail de 100 bornes dans le Périgord où il y avait moins de 300 participants sur l'ensemble des courses. Et je pense que ça allait être très convivial et qu'on était très loin de l'ambiance de l'UTMB sans que ça soit pour autant désagréable. Donc voilà, je pense qu'il faut, si on n'est pas content d'une course, ben on va sur une autre. Il y a le choix, quoi. Ouais, c'est exact. Mais par contre, alors l'UTMB, ça reste un vrai trail, ça reste une course difficile, ça reste quand même un monument, malgré le fait qu'effectivement il y a peut-être un petit peu beaucoup de monde maintenant dessus et qu'ils doivent limiter, un petit peu comme les grands marathons ou les Ironman, limiter le nombre d'inscriptions, mais ça reste quand même une belle course. Tu nous confirmes ça? Ah, c'est une course magnifique. Moi, en plus, j'y ai participé en 2017, donc année où il y a eu de l'orage, de la grêle, de la neige, etc. J'ai fait plusieurs chutes qui m'ont forcé à me dire bon, on va se calmer un peu et on va finir en marchant pour pas qu'il y ait un accident grave qui se produise, mais ça reste un excellent souvenir malgré tout. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais content de l'avoir fait et d'y arriver. Non, ça reste. Et puis l'ambiance est quand même magique aussi. Donc voilà, il y a vraiment tous les habitants sur le parcours qui sont là pour encourager en permanence. Mais comme sur d'autres trails, mais voilà, il y a l'ambiance en tout cas Chamonix qui devient la capitale du trail le temps d'une semaine. Et tout le monde est là pour faire la fête et c'est ça qui est génial aussi. Alors ça, je confirme, hein, l'ambiance dans Chamonix, elle est vraiment... si vous aimez les trailers et puis vous retrouvez ensemble et puis vivre un événement comme ça, pour y avoir goûté, ça je confirme. Hein, il y a le village, tout le monde se croise dans les rues de Chamonix, se salue, discute d'anecdotes, il y a des gens de tous les pays du monde. Enfin, c'est vraiment la grand-messe, quoi. Et puis on a la chance aussi de retrouver des athlètes du monde entier, de très haut niveau. On a sans doute un des meilleurs plateaux élites en termes de trail qu'on retrouve comme ça dans la rue, à qui on peut discuter, prendre une photo. Je me souviens d'un Xavier Thévenard qui faisait de la guitare devant la caravane, un petit concert voilà, d'une demi-heure. Voilà, je trouve ça super sympa. Et c'est pas sur toutes les courses où on retrouve ça en tout cas. Non, clairement. Et pas dans toutes les disciplines. Le trail permet encore ça, d'avoir cette proximité avec les élites, alors qu'on a aussi en triathlon sur certaines épreuves, mais effectivement, où tu vas pouvoir aller voir des grands noms du trail, comme tu le disais, puis aller leur taper la discute au milieu de la rue, comme ça, très bon enfant. Tu vois, on reboucle du coup sur ma première question, c'est-à-dire, est-ce que l'esprit trail, l'esprit bon enfant, l'esprit copain reste ou c'est complètement évaporé? Si tu nous le dis, en tout cas sur l'UTMB, on peut encore retrouver cet esprit. L'esprit trail, après, il faudra définir ce qu'est l'esprit trail, parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que l'esprit trail? Je pense que chacun a sa définition, en fait, et que c'est pour ça aussi que certaines courses sont pointées du doigt, parce qu'on va avoir une définition différente de l'organisateur de la course, ou même des participants. Donc, à chacun de trouver, en fait, son bonheur, voilà. Et puis de profiter, ça reste du sport, il n'y a aucune obligation. Au contraire, quand on va sur un ultra trail, ça veut dire qu'on peut sortir de chez soi, donc autant en profiter. En plus, dans des coins en général plutôt sympas. Donc, c'est pas des courses sur le périphérique de Paris, par exemple. Donc, voilà, autant en profiter. Mais je pense que le but, c'est quand même de respecter les gens et de respecter la nature, au moins. Ça, c'est un point essentiel parce que les néo-trailers ont pas mal été critiqués parce que voilà, ils balançaient leurs emballages de barres énergétiques. Il y avait certains trails sur lesquels, après la journée de la course, on retrouvait des tonnes et des tonnes de déchets et puis des gens qui respectent pas la nature. Je pense que l'esprit trail, même si j'en suis pas un, pour moi, ça commence par le respect de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, autant que sur mon vélo, je vais pas balancer mes bidons vides ou mes emballages de barres énergétiques,
je dirais presque encore moins, je vais le faire en pleine nature, mais déjà que ça me viendrait pas à l'esprit de le faire sur la route, donc voilà, en pleine montagne, c'est clair que ça m'arrivera pas, et ça m'horripile à chaque fois que je vois ces emballages sur le bord du chemin dans la nature. Oui. Alors après, faut savoir aussi, parce que dès qu'il y a un emballage par terre, enfin oh là là, il respecte rien. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a pratiquement plus d'emballage sur les trails, et quand il y en a, je suis sûr que c'est un emballage qui tombe du sac. C'est pas un emballage qu'on a jeté volontairement. Ouais, voilà, on essaie de mettre dans une poche, et puis la poche est mal fermée, ça tombe. Ou parfois, on essaie de prendre un truc dans la poche, et pouf, il y a tous les emballages qui sortent sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des accidents comme ça. Et puis, quand on passe derrière, ça prend 2 secondes de se baisser et de se ramasser si on s'est bien préparé, parce que sinon après ça déclenche les crampes. mais ça c'est parce que maintenant tu es beaucoup plus rapide qu'avant, et du coup tu n'es plus dans la masse des coureurs qui balançaient les papiers, c'est ça? Ça dépend les courses. Sinon, ma question de tout à l'heure m'est revenue. Je disais qu'à l'instar de l'Ironman, où Greg disait qu'il n'a pas trop à penser à son matériel, au niveau du parcours aussi, il y a certains changements entre le trail et le triathlon. Dans le triathlon, tout est balisé, chaque arrêt, chaque croisement, tu as quelqu'un qui balise et qui te dit qu'il faut aller à droite, à gauche, tout droit, il ne faut pas tourner ici, etc. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le trail et encore moins l'ultra-trail, on n'est quand même pas toujours très loin de la course d'orientation. Je suis pas d'accord, parce que je trouve que les trails sont très très bien balisés, justement. Il y a que moi qui arrive à chaque fois à me paumer sur une course à un moment, même quand parfois je dis oh là là, ils ont mal balisé le truc, je reviens et je vois une grande flèche bien tracée et tout, je suis vraiment nul. Voilà, c'est parce que en fait moi j'ai tendance à déconnecter, et du coup si je vois un chemin qui descend, je vais aller à fond dans la descente alors qu'on devait prendre à gauche juste avant, mais à un moment ça m'arrivait sur toutes les courses, là j'essaie de bien respecter les parcours maintenant. En général, c'est assez rare que les courses soient mal balisées. On est plus victime de débalisage sauvage maintenant, parce que justement il y en a qui disent ouais, la nature est un peu trop piétinée, etc. Mais bon, voilà, chacun son approche de l'accès à la nature. Mais en termes d'organisation, en tout cas, c'est plutôt bien balisé, et il faut vraiment être un peu comme moi pour se perdre. Mais on s'en rend compte très rapidement en plus. Oui, j'imagine que quand tu vois plus de lumière en pleine nuit, ou quand tu n'entends plus les pas des autres, tu te dis qu'il y a un problème. Sur Ultra, en fait, tu peux très vite te retrouver tout seul. Enfin, ça dépend aussi à peu près où tu te retrouves, mais il y a des moments où je me dis, tiens, sur l'UTMB, qu'on dit c'est une course de masse, il y a des moments, je dis, tiens, je suis en train de faire ma sortie longue du week-end, là, il n'y a personne depuis une demi-heure. Voilà, et puis d'un seul coup, pouf, on va tomber sur 50 personnes d'un coup, parce que, je sais pas, tout le monde a voulu s'arrêter à un moment, voilà. Alors, très rapidement, parce que finalement, ça fait presque 1 heure qu'on discute d'Ultra Trail, mais on n'a pas trop parlé des distances, si ce n'est que tu nous as dit que c'est à partir d'une 30aine de kilomètres en trail, on pouvait commencer à parler d'ultra. En moyenne, un ultra, ça se compte en combien de kilomètres? Il y a toujours une sorte de standard, on va dire, qui s'est mis en place sur les grosses courses, qui est le 100 miles, donc 170 km, mais avec des dénivelés différents qui vont être de l'ordre de 3005 pour les plus plates, à plus de 12 000 pour celles qui sont vraiment qui ont vraiment du dénivelé. On va dire ça va être un standard. Après, tout dépend du lieu, parce qu'un ultra trail dans les Vosges va pas être le même ultra trail que dans les Pyrénées, ça c'est sûr, ou un ultra trail en Bretagne ne va pas être le même qu'un ultra trail dans les Alpes. Donc voilà, il faut faire avec le terrain, mais en général on a du 100 et du 170 km. On a aussi pas mal de courses qui sont entre 70 et 90 km, et puis après en plus accessible, on a du 20, 30, 45, ou 50, voilà, en fait, il y en a pour tous les goûts. Ouais, parce que pour faire du 100 miles, pour l'instant, moi, je vois pas comment je peux survivre sans avoir la tente de camping, le réchaud et tout le matos dans le sac. Donc, on va commencer par plus court, et puis ensuite, on verra pour plus long. Non, mais moi, même sur la ligne de départ, je me dis, mais 170 km, comment c'est possible? Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu comme au départ d'un Ironman, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça se fait. Ouais. Et en termes de temps, du coup, sur une distance, sur la distance moyenne des 100 miles, on a une variation entre combien et combien, entre le premier et le dernier, plus ou moins? Alors, j'imagine que ça dépend du condition, ça dépend du dénivelé, etc. Mais...
Par exemple, l'année 2017 pour l'UTMB, c'est François Daen qui remporte la course en à peu près 18 heures. Moi, je fais le double. Et le dernier doit faire, avec les barrières horaires qui sont assez dures quand même sur l'UTMB, je crois que c'est 46 heures. Donc 46 heures, ça tape dans le ventre mou du peloton. Voilà. Ouais. Et après, il y a d'autres courses où on peut aller jusqu'à 90 heures. Ouais, là, ça commence à faire très long. Et là, le réchaud et puis la tente de camping prend tout son sens. Voilà, ouais. Donc, on a aussi les ravitaillements, les zones de ravitaillement. Il y a des zones, on va dire, un peu camp de base où on a des lits de camp, où on peut se poser, faire une sieste d'1 heure ou 2 quand on n'a pas la barrière horaire aux fesses. Donc, sur ces courses-là, ou qui sont plus accessibles, on va dire en termes de niveau, on peut effectivement prendre plus le temps de faire la course sans s'épuiser, en pouvant se reposer, bien s'alimenter, prendre le temps de s'alimenter avant de repartir. C'est une autre manière de gérer sa course. Donc, pareil, voilà, c'est en fonction de ce qu'on recherche. Effectivement, ouais. Donc, il y en a vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, en fonction de son niveau, on choisira ses courses pour aller progressivement. Je crois que c'est un petit peu la leçon qu'on va retenir de cet épisode. Et voilà, c'est comme pour chaque sport, la progressivité. C'est ça, comme tous les sports d'endurance, et je crois qu'on le rappelle régulièrement depuis une saison et demie maintenant avec Hermano et nos invités, c'est d'y aller avec respect pour les distances qu'on vise, et puis progressivement, et puis en laissant le temps de progresser dans sa discipline avant d'aller chercher des mythes comme le Leadville Trail 100 que j'évoquais en première partie de ce podcast, ou alors à l'UTMB, pour lequel de toute façon je crois qu'il faut se qualifier sur des courses avant, donc on n'y va pas par hasard à l'UTMB. Là, il faut se qualifier avec effectivement des courses pour avoir les points, et puis il faut arriver à être tiré au sort pour être parmi, on va dire, maintenant ça doit être 40% des inscrits qui sont tirés au sort. Donc, en plus d'être qualifié, il faut avoir de la chance, quoi. Voilà, exactement. Ou alors faire une collecte caritative, un peu comme pour le marathon de Londres. Ok, ouais. Donc là on a notre slot assuré, mais pour un montant quand même assez conséquent. Voilà, c'est un autre défi. Ouais, voilà. Le défi dans le défi. Comme tu parles de défi, juste avant qu'on clôture, il me semble que très récemment, pendant ce confinement, tu t'es lancé un défi et tu as lancé un défi à tes auditeurs, ou plutôt à ton audience. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler, et puis est-ce qu'il y en aura d'autres ? Ouais, je tournais un peu dans mon jardin parce que effectivement, j'ai été un peu pris par surprise comme beaucoup de monde. J'étais en préparation marathon de Paris. J'avais décidé cette année de me remettre sur le marathon pour passer sous la barre des 3 heures, et je visais même d'aller jusqu'à 2h55 pour marquer un peu cette année. Et du coup, je m'étais entraîné, ça faisait 4 mois que je m'entraînais et que je me préparais à cet événement, bien concentré, etc. Et puis quand on a annoncé le report du marathon de Paris, j'ai commencé à chercher d'autres marathons, et puis quand j'ai vu que effectivement tout allait être annulé, et que la dimension Covid-19 était bien plus pesante que ce que je pouvais penser, j'étais enfermé avec un jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai commencé à trottiner un peu autour de la maison, et je me dis mais c'est complètement débile d'en arriver là, de devoir faire le tour de son jardin en trottinant, en faisant 7 km, 10 km, comme ça. Et en plus, me dire que qu'est-ce que je peux faire, moi, pour empêcher ce Covid, d'apporter un peu ma goutte d'eau dans tout ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ce virus. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai quand même une prépa marathon dans les jambes. Je devais préparer un ultra trail à la suite. Est-ce que je ferais pas un petit défi de faire un maximum de tours de jardin, et puis après j'ai progressivement monté le projet en disant ce sera le montant des dons qui seront versés à la Fondation du Souffle qui finance différents projets de recherche, dont la recherche sur le Covid-19, qui ajusteront la distance que je devrais parcourir autour de chez moi.
Et donc, le jour de la course, j'avais 120 km à parcourir. Et sauf qu'on avait le droit, en fait, de rajouter, en fait, encore pendant la course, de l'argent. Hein. Et donc, j'ai vu la distance qui augmentait au fur et à mesure. Et donc, plusieurs fois, il m'est resté un marathon à faire. Hein. Donc, c'est la première fois que, quand en courant, je voyais la ligne d'arrivée s'éloigner. Et pour faire 164 km et j'ai pu récolter presque 3000 € pour la Fondation du Souffle. Et cette course-là, tu l'as baptisée l'Ultra Trail de Montjardin, c'est juste? Exactement. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Que beau projet. Non seulement tu t'as montré qu'il fallait rester chez soi pendant ce confinement, et puis en plus, tu as apporté une goutte à cet océan de malheur en aidant un petit peu la recherche. Et est-ce que du coup, ça t'a donné des idées pour d'autres défis comme ça, ou même lever encore des fonds pour d'autres associations dans le cadre des courses auxquelles tu vas participer ? Alors non, c'est pas prévu, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu une dynamique en tout cas qui s'est lancée. En tout cas, il y avait déjà des choses qui avaient été faites auparavant. Hein. J'étais pas le premier à faire ça. Il y en a qui faisaient. Il y avait des youtubeurs notamment qui avaient mis en place courir 24 heures autour de son jardin pour récolter des fonds pour différents hôpitaux, ce qui était déjà super. Et il y a des belles sommes qui ont été récoltées. Et moi, je me disais, il y avait le côté un peu plus ultra et puis un peu défi qui m'intéressait sur en plus une donnée que je maîtrisais pas, qui était la distance, que je trouvais sympa. Et derrière, en fait, j'ai quand même essayé d'animer le réseau que j'avais autour de moi pour relayer cette collecte, pour en parler, etc. Et du coup, il y a eu Altra derrière, la marque Altra qui propose des chaussures zéro drop en trail et en route, qui a suivi dans ce projet-là et qui a aussi mis un défi durant un week-end où tous les n'importe qui pouvait participer à un défi de faire un maximum de montées de marche ou de tour de son jardin, etc. et qui mettait ce qu'il voulait pour la Fondation du Souffle. Et je crois qu'il y a eu plus de 6000 € qui ont été récoltés dans ce cadre-là. Et puis là, ce week-end, il y a eu un autre projet, encore une fois pour la Fondation du Souffle, qui a été mis en place, et en plus j'ai pu échanger avec l'organisateur, qui consistait aussi à faire un relais tout le week-end, course à pied ou marche, avec une participation de 5 € je crois, pour participer à cet événement. Donc il y a différentes choses qui se mettent en place, donc c'est bien parce qu'on arrive sur des choses positives sur les réseaux sociaux, parce que ce que je voulais aussi contrer, c'était un peu le côté négatif, un peu le côté dénonciation du gars qui court 1h05 au lieu d'1 heure. Voilà, et un peu le côté négatif des réseaux sociaux. Je voulais lutter contre ça et mettre quelque chose de plus positif et participatif. Et du coup, je suis assez content parce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui en est ressorti, et c'était ça aussi l'objectif principal de ce défi. C'est vraiment tout à ton honneur. En tout cas, j'ai adoré ce challenge, à le suivre sur les réseaux sociaux, et puis le concept avec le profil de dénivelé de l'Ultra Trail de Montjardin, j'ai trouvé ça génial. Voilà, il fallait plutôt le prendre. On peut rien faire d'autre, autant le faire dans la bonne humeur. Et puis voilà, quand on a la chance de pas avoir de proches touchés directement par le virus, et qu'on a la chance d'être en famille, contrairement à certains qui sont, comme on dit, sur le front, qui tous les jours sont loin de leurs enfants pour éviter de rapporter à la maison le Covid-19 parce qu'ils sont infirmiers, médecins ou aides-soignants, etc. Voilà, je pense qu'on a de la chance et qu'il faut plutôt en profiter pour faire de belles choses plutôt que de regarder ce qui se passe chez le voisin. Moi, messieurs, je trouve que c'était une très belle émission et je vous propose de terminer sur cette note positive et cette note d'espoir pour notre épisode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est un bel épisode et effectivement qu'il est conclu de la meilleure des manières avec effectivement ces pensées positives, et puis en espérant qu'on retrouve rapidement notre liberté de manœuvre habituelle. Juste avant de clôturer complètement l'épisode, on rappelle comme d'habitude que si vous avez la moindre question, vous allez sur le site podcast.nakan.ch, il y a un gros bouton « Nous poser une question » et puis vous pouvez interagir avec nous. On vous explique tout, le WhatsApp, le Telegram, le mail, tout. Et puis on a aussi les comptes sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous taguer, à relayer nos épisodes. Et bien pour finir aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à aller mettre une note, évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast, parce qu'en dessous, ça veut dire que vous n'avez pas apprécié. Alors pour ça,
vous nous envoyez un petit message et comme ça, on pourra s'améliorer. Bref, Greg et Greg, j'ai passé vraiment un super moment. Je vous remercie tous les deux. Je te remercie à toi, Greg Runner, d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, Greg, merci pour l'invitation. Et puis Greg Nakan d'avoir joué le jeu. On se donne rendez-vous de toute façon très bientôt sur les réseaux sociaux, Greg, avec toi, Greg Runner, puisque si les gens veulent te suivre, le plus simple, je crois, c'est Greg Runner sur Google, et puis on va trouver toutes tes pages, tous tes comptes et autres. Et puis nous, Greg de Nakan, et chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, c'est ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye. Merci, ciao. Alors, à l'instar du matériel, Greg disait que sur Ironman, on n'a pas trop à se préoccuper du matériel qu'on emmène avec soi ou même du ravitaillement. Au niveau du... Mince, j'ai perdu ma question. Vas-y, Greg. Je crois que tu avais une question sur le bout des lèvres. Je te laisse la poser parce que j'ai perdu ma question. Bon, on coupera tout ça au montage. On essaiera de faire un peu plus sérieux. Ouais. Elle est pas mal celle-là. On la mettra à la fin en bonus.